Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous. On est ravis de vous accueillir pour cet événement qui va tourner sur la place de l'art dans l'entreprise de demain. Et peut-être que ce qu'on va vous proposer pendant que tous les intervenants se joignent à la réunion, c'est de vous exposer quelques-unes des œuvres de notre catalogue pour vous imprégner de notre univers artistique. On va attendre, je pense, 5 minutes avant de commencer pour que voilà, tout le monde ait le temps de se joindre à nous. Donc, en attendant, on vous fait patienter face à un petit peu d'art. On commence par une œuvre de Yoshizude Oka. C'est un artiste qui est japonais, qui est très reconnu sur la scène internationale, qui est exposé dans tous les plus grands musées d'art contemporain à travers le monde. Et c'est un artiste multimédia qui crée dans un premier temps la sonorité que vous pouvez entendre et qui par la suite va faire réagir en temps réel le visuel en fonction de cette sonorité. Voici l'œuvre d'un second artiste qui s'appelle Luigi Honora. C'est un artiste français qui est aujourd'hui basé à Tokyo, au Japon. Il est sculpteur de formation, comme vous pouvez le voir, et donc il reproduit en infographie 2D, 3D de nouvelles formes sculpturales intégralement par ordinateur dans un environnement existant ou non. C'est l'œuvre d'un artiste suédois, Andreas von Oersted, qui est extrêmement suivi, relayé sur les réseaux sociaux par un peu plus d'1 million de spectateurs, qui est connu pour créer des petites boucles satisfaisantes en motion design, qui se combinent parfaitement en termes de couleurs, de formes et de visuels. Et enfin, petit dernier exemple de notre catalogue, c'est une œuvre de Rafa Fans. C'est un artiste vidéaste espagnol qui utilise énormément le collage dans son œuvre et qui nous propose une exploration constante de nouveaux formats en se servant de différents médias, ce qui lui vaut une renommée sur le plan international. C'est un artiste qu'on aime beaucoup également. Et suite à cette petite parenthèse artistique, on va encore attendre quelques instants et on ne va pas tarder à commencer l'événement. Alors à nouveau, bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Laurie et moi-même sommes les cofondatrices d'ArtPoint. On y reviendra par la suite, mais en un mot, ArtPoint, c'est un créateur d'expériences artistiques numériques à destination des lieux de vie et notamment des bureaux d'entreprise. Donc c'est un thème qui nous touche tout particulièrement. Et pour commencer cet événement, je vous propose de répondre à un petit sondage. Donc on a 3 petites questions à vous poser. À vos claviers, la première question... l'art est-il présent au sein de vos espaces de travail? Vous pouvez répondre entre 1 et 4. 1, l'art n'est pas présent dans vos espaces de travail. 4, l'art est extrêmement présent au sein de vos espaces de travail. J'ouvre le vote. Vous êtes une grande majorité à ne pas avoir énormément d'expérience artistique ou d'art de manière générale dans vos espaces de travail. C'est une très bonne chose puisqu'on espère vivement vous convertir à ce type d'expérience dans vos locaux. On va passer à la seconde question. Juste un instant.
Même sondage. Alors, un instant. Donc, sondage numéro 2. Selon vous, l'art en entreprise peut être utilisé comme levier de communication plutôt en interne, donc sur un volet qui serait un volet RH, sur un levier de communication plutôt en externe, ou alors pour une autre raison. J'ouvre le vote à nouveau. Alors, on va mettre fin au vote. On voit que c'est assez partagé. Écoutez, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts dans la mesure où nos intervenants vont traiter de ces différents sujets. Donc, on voit que c'est assez partagé. C'est assez intéressant de voir que l'art peut être utilisé par le biais de différents leviers. Et c'est également ce qu'on constate dans la plupart de nos échanges. Donc, ça confirme que c'est assez bien réparti en tout cas. Et on va donc passer à la troisième petite question. Alors, selon vous, quel est le pourcentage de travailleurs qui considèrent que l'art rend leur espace de travail plus accueillant? Entre 0 et 30% des personnes interrogées, entre 30 et 60% des personnes interrogées, entre 60 et 90% des personnes interrogées, ou enfin plus de 90% des personnes interrogées. Ah, c'est assez serré à nouveau. Donc, on va mettre fin au vote à nouveau. Donc, vous avez pas mal considéré qu'entre 30 et 60% des personnes interrogées considéraient que l'art rendait l'espace de travail plus accueillant. Eh bien, détrompez-vous. Il y a eu une étude de International Art Consultants qui a été récemment publiée, qui indiquait que 93% des travailleurs interrogés considéraient que l'art rendait leur espace de travail plus accueillant. Donc, les personnes qui ont voté à plus de 90% sont dans le vrai. Et figurez-vous également que 61% affirment que l'art stimule la créativité du personnel en entreprise. Désormais, on va pouvoir commencer l'événement. Donc, l'objectif de cet événement aujourd'hui, ça va être de vous plonger dans l'univers de nos 4 intervenants qui, tout comme nous, accordent une place toute particulière à l'art. Aujourd'hui, on le sait tous, la tendance est au lieu de vie. Tous les lieux qui sont fréquentés par le public se transforment en véritables lieux d'expérience et les espaces de travail sont les premiers à se transformer en véritables lieux de vie qui sont aujourd'hui très axés sur le bien-être et le partage. Particulièrement en ce moment, on constate que le lieu de travail se doit de tenir toujours plus de promesses pour être attractif, d'une part aux yeux de ses collaborateurs et d'autre part aux yeux de tous les membres d'un écosystème. Ces derniers mois nous ont vraiment prouvé que nous pouvions continuer à rester productifs à distance. En revanche, il y a un vrai enjeu pour les entreprises qui est celui d'assurer toujours une réelle cohésion au sein de ces équipes et surtout de continuer à incarner une vraie culture d'entreprise. Chez ArtPoint, j'imagine que vous le savez tous, nous sommes intimement convaincus que l'art peut répondre à de nombreux enjeux en entreprise, du moins qu'il peut être un excellent élément de réponse. Et aujourd'hui, on a décidé de donner la parole à 4 intervenants qui ont aussi cette vision et qui positionnent l'art au cœur de leurs considérations. Donc, on vous propose un voyage au cœur de la vision de ces 4 intervenants, à commencer par Laurent Sorbier. Laurent Sorbier, qui est partenaire chez OnePoint, va nous expliquer comment OnePoint réussit vraiment à incarner tout ce que représente une entreprise innovante. OnePoint a des locaux qui sont véritablement porteurs de l'ADN du groupe et utilise notamment l'art comme levier de communication en interne. Donc, je te donne la parole, Laurent, pour nous en dire plus sur ce sujet. Merci Laurie et Julie d'abord d'organiser ce débat parce que je pense que vous aurez tous remarqué que c'est un thème qui est finalement assez rarement traité.
Dieu sait qu'il y a des débats sur la place de l'art dans la société, mais finalement, on évoque assez peu sa place dans l'entreprise et la relation que peuvent entretenir les entreprises avec les artistes et le monde de l'art. Alors chez OnePoint, c'est vrai, vous êtes en train de montrer quelques visuels de nos locaux. Nous avons fait un pari qui est sans doute encore trop rare, qui est celui de faire une place considérable à l'art et au design dans nos locaux. Tous nos locaux, mais par exemple à notre siège parisien, nous avons plus de 50 œuvres originales qui sont exposées, donc c'est un peu un petit musée qui est offert à la fois à nos salariés et à nos visiteurs et à tous ceux qui visitent ces locaux. C'est un lieu qui est très ouvert, nos locaux sont très ouverts sur la ville, hein, ils accueillent beaucoup de public à l'occasion d'événements notamment, et nous pensons que cette place faite à l'art remplit beaucoup de missions et a beaucoup de vertus. Alors, la première des vertus, je dirais que c'est un témoignage d'attention aux salariés et à leur qualité de vie au quotidien et leur proposer un environnement qui est beau et qui fait une place très singulière à l'art, une place aussi large à l'art, et bien sûr un témoignage de cette attention qu'on leur porte et une invitation bien sûr aussi à je dirais, être inspiré, porté par l'art qu'il côtoie au quotidien. Et si on s'intéresse maintenant aux vertus qu'a cette présence assez large de l'art dans l'entreprise, qui est d'ailleurs totalement plébiscitée hein, par nos salariés, y compris lorsque nous organisons des événements, puisque au-delà de cette exposition permanente d'œuvres, nous avons organisé aussi plusieurs expositions je dirais de manière très professionnelle, puisque nous avons eu recours à un commissaire d'exposition, nous avons exposé des artistes internationaux de premier plan, avec des partenariats avec Arcurial, avec Beaux-Arts Magazine. Enfin, nous avons, lorsque nous avons consacré nos lieux à ces événements, nous avons veillé à ce qu'on soit à un niveau de qualité et d'exigence élevé, ce qui est aussi une de nos marques de fabrique. OnePoint, je ne l'ai pas dit, hein, accompagne la transformation des grandes entreprises et des acteurs publics, à la fois sous l'angle, je dirais, de la stratégie et sous l'angle de l'exécution technologique dans toutes ses dimensions, avec une capacité à penser et accompagner donc les grandes transformations que vivent les acteurs publics et les entreprises actuellement. Donc, pour faire cet accompagnement, je pense qu'il est très important d'avoir cette ouverture au monde de l'art et au monde du design. Pourquoi? Parce que finalement, dans la démarche des artistes et des designers, il y a beaucoup de choses qui constituent des enseignements pour toute personne qui cherche finalement à avoir une démarche d'innovation. C'est pratiquement, j'allais dire, le métier de l'artiste que d'être innovant, que d'être créatif, comme on dit dans le langage commun. Et naturellement, cette capacité qu'ont les artistes à aller au-delà des évidences, et vous remarquerez peut-être que la signature de OnePoint en anglais, c'est Beyond the Obvious, donc au-delà de l'évidence, eh bien, je dirais que c'est la posture naturelle de l'artiste et du designer que d'aller au-delà de l'évidence. Et donc, je pense que c'est une démarche qui, en soi, la façon dont l'artiste regarde le monde, cherche à le transformer par son œuvre, est forcément inspirante lorsqu'on est dans une posture de conseil sur les transformations. Parce que ça nous oblige à avoir ce pas de côté, ce décalage qui est toujours très inspirant et toujours très riche d'enseignements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est ce côté inspirant de la démarche de l'artiste. Ensuite, il y a l'œuvre elle-même. L'œuvre, elle a aussi, bien sûr, des vertus, je dirais, apaisantes, intrigantes. C'est quelque chose qui, le rapport à l'œuvre au quotidien est quelque chose qui apporte aussi beaucoup et qui est un élément, je pense, de satisfaction pour tous ceux qui sont exposés à ces œuvres qui sont à la fois belles, parfois qui peuvent être dérangeantes, intrigantes, mais qui en tout cas suscitent de la conversation. Et je crois que c'est un point dont on pourra discuter. L'œuvre d'art, elle a aussi cette capacité qui est très importante dans les entreprises aujourd'hui de créer du lien et de la conversation. Parce que autour d'une œuvre se lie dans l'entreprise, entre les salariés, des débats, on le voit, hein, dès qu'on change une œuvre, les gens se disent c'est quoi ce truc, pourquoi là, qu'est-ce que ça veut dire, ça crée de la conversation. Ça crée aussi de la conversation avec nos visiteurs et nos clients hein, qui viennent sur place. Et globalement, ça crée du lien entre les personnes, entre l'art et la ville. Et je crois qu'on se nourrit beaucoup de cette exposition à l'art.
Et puis à titre personnel, puisque dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de participer à beaucoup d'aventures culturelles, que ce soit en tant qu'administrateur du CUB, qui est un centre consacré à l'art numérique à Issy-les-Moulineaux, ou en ayant dirigé un musée national parisien, le musée national Picasso, dont j'ai été directeur général. J'ai été constamment intrigué à titre personnel par finalement l'obsession que nous avons d'emmener les gens dans des endroits qui sont dédiés à l'art. Et j'ai acquis la conviction au fil des ans, très forte, que la rencontre avec l'art ne doit pas se faire seulement dans ces temples, entre guillemets, dans les lieux qui sont dédiés à cette rencontre avec l'art. Je pense qu'il faut sortir l'art de ces temples, sortir l'art des musées et l'exposer dans les endroits les plus inattendus possibles, éventuellement les plus moches possibles d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de nos locaux, vous le voyez sur les photos, mais dans des endroits qui peuvent proposer des expériences assez dégradées ou assez désagréables. Je pense qu'il est très important d'amener l'art et que la rencontre avec l'art peut se faire beaucoup à travers les entreprises. Les entreprises ont aujourd'hui une responsabilité sociale, une responsabilité qui dépasse de très loin leur simple rentabilité économique, même si elle doit toujours, la performance de l'entreprise reste bien sûr économique, reste bien sûr au centre de son fonctionnement. Mais avant de conclure, je voudrais dire que je pense que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans cette rencontre avec l'art. Elles en reçoivent beaucoup. J'ai expliqué toutes les vertus que je vois à cette exposition, entre guillemets, à l'art au quotidien. Mais elles peuvent aussi donner beaucoup aux artistes et aux créateurs en organisant des rencontres avec des publics qui sont des publics qui ne sont pas ceux qui vont dans les galeries, pas ceux qui vont dans les musées, et qui sont des gens qui ont parfois une appétence assez faible d'ailleurs pour la culture ou la création, et qui d'un seul coup vont être titillés par cette création contemporaine vers laquelle ils ne vont pas spontanément, puisque chez OnePoint, je ne l'ai pas dit, mais on a peu d'art patrimonial, on n'en a même quasiment pas, on n'a que de la création contemporaine et du design contemporain, et qui vont avoir ce contact avec la création contemporaine, et je crois qu'il y a de nouveaux canaux à explorer, et qu'il y a, on va dire, un partenariat nouveau à nouer. J'espère que OnePoint fera beaucoup d'émules dans cette démarche, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des collections qu'elles exposent dans leurs locaux. Je crois que cette dynamique, elle est en train de s'installer. Il faut sortir de la simple logique patrimoniale pour une entreprise qui est de constituer, là encore, une valeur économique autour d'une collection pour rentrer dans une valeur qui est beaucoup moins tangible, et cette valeur moins tangible qui est quand même réelle, c'est tout l'affectio societatis qu'on peut créer autour de l'art au sein d'une entreprise. Et je crois que ça participe beaucoup des valeurs, de l'identité de l'entreprise et de sa capacité aussi à attirer des talents, puisque c'est quand même là aussi un enjeu majeur, notamment pour OnePoint. Nous pensons que ce lien avec l'art est quelque chose qui attire, séduit beaucoup, notamment les générations qui nous rejoignent et qui sortent de leurs écoles maintenant. Mais globalement, je pense qu'à tout âge, on est sensible à cette rencontre avec l'art au quotidien. Voilà, pardon, j'étais un petit peu long, mais ça m'a permis de partager l'essentiel de mes convictions. Mais non, Merci. 8 minutes, c'était parfait et passionnant. Merci pour cette intervention, Laurent. Et je pense qu'on rejoint parfaitement cette vision que l'art doit être diffusé au plus grand nombre et qu'on doit justement proposer des expériences artistiques dans des lieux qui sortent des temples, comme tu le disais. Et on rejoint parfaitement cette vision et c'est très inspirant de voir que OnePoint place vraiment la qualité de vie au travail comme un élément assez essentiel. Et j'aime beaucoup aussi cette notion de témoignage d'attention aux salariés. Donc, merci beaucoup pour cette intervention, Laurent. De rien, merci à vous. Et au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. Donc, si l'intervention de Laurent vous a soulevé certaines interrogations, on reprendra tout à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout à fait. Et je vous propose qu'on poursuive cette aventure en se plongeant dans une seconde vision, qui est la vision de François Després, qui est président et CEO chez GS1 France.
Donc François va explorer un tout autre angle de vue et va notamment nous expliquer comment GS1 réussit à incarner une véritable culture d'entreprise, notamment sous le prisme de l'art. On sait que GS1 a des locaux et exprime vraiment une véritable culture d'entreprise qui la rend très dynamique à l'égard de tous les membres d'un écosystème. Donc, on a hâte de t'entendre, François, sur ce point-là. Bonjour, déjà, merci à toutes les deux de me donner cette opportunité de prendre la parole. Voilà, donc déjà, on a une histoire commune avec Artpoint, puisqu'on a eu l'occasion de vous avoir dans nos locaux quand ça démarrait. Donc voilà, vous nous connaissez bien. Moi, je dirige GS1 en France. GS1, pour tout le monde, c'est une organisation mondiale à but non lucratif qui est en charge de la standardisation dans le domaine du commerce. En d'autres termes, ça veut dire que depuis une cinquantaine d'années, on aide les entreprises à définir des règles communes pour identifier les produits. Et le produit que vous connaissez le plus de GS1, c'est le code barre. Code barre qui est, je pense, le premier lien qu'a notre organisation avec le monde de l'art, puisque c'est un objet qui a été largement réutilisé par les artistes comme un symbole fort de la consommation, soit pour la dénoncer, soit pour l'accompagner, ça dépend. Toujours est-il que voilà, cette histoire commune qu'a notre organisation qui existe depuis 50 ans, qui fait bien entendu bien d'autres choses que juste des codes barres, mais on a été très pris dans cet univers symbolique. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le code barre, il sert finalement à mettre dans un format de langage une information qui est lisible par ailleurs avec des chiffres par l'homme. Et finalement, l'art, ça transpose un peu ce genre de choses, ça fait passer des messages par des images, par de la créativité qu'on ne peut pas forcément comprendre comme ça ou verbaliser. Et donc, il y a cette similarité. C'est très intéressant d'avoir été entraîné là-dedans. Je dois dire que moi, modestement, je n'ai pas forcément été un très grand artisan de l'expression de l'art chez GS1, mais mon prédécesseur l'était. Et il y a toujours eu cette histoire, cette connexion entre GS1 et l'art. Aujourd'hui, on a renoué grâce à Artpoint avec cette notion-là, parce qu'on a voulu finalement avoir une œuvre susceptible d'exprimer ces enjeux de ce que sont, on va dire, les supply chains modernes aujourd'hui, et tous ces enjeux, et d'exprimer au travers d'une œuvre artistique que je suis très impatient de voir dans nos locaux. Et nos locaux, on a une fonction chez GS1, c'est qu'on rassemble les entreprises pour qu'elles s'entendent. Si on a le droit, c'est un domaine non compétitif. Mais on fait réunir les entreprises. Donc, il y a beaucoup de flux chez nous dans lesquels nos collaborateurs animent beaucoup de groupes de travail et de choses comme ça. Donc, c'est important pour nous d'avoir un lieu très accueillant qui permette voilà, une participation. Voilà, on a même une espèce d'espace où il y a une centaine de personnes peuvent se réunir pour des mini-conférences ou des choses comme ça. Et c'est très important de pouvoir finalement, au sein de ce lieu, avoir un accueil très intéressant. Et je trouve que la place pour le coup de l'art, par rapport à la question que vous posez, est-ce que c'est bien pour les collaborateurs, est-ce que c'est bien pour l'externe? En fait, c'est bien pour les deux. Et c'est bien à partir du moment où il y a ce point de rencontre qui se constitue. Donc voilà, je suis très impatient de pouvoir, malheureusement, cette situation sanitaire rend les choses un peu compliquées, mais voilà, on va vraiment utiliser l'art comme un moyen enfin, cette œuvre qu'on a commandée, qu'on va mettre dans nos locaux, comme un moyen voilà, de réouvrir, de se réapproprier les lieux. J'espère en faire aussi, pourquoi pas des petits, et le moyen d'attirer encore un peu plus vers nos lieux. C'est le bénéfice, je trouve, de cet art. Et puis, voilà, ça ouvre encore une fois pas mal d'idées sur la possibilité de continuer cette histoire qui lie GS1 avec le monde artistique. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que je voudrais remercier vraiment Artpoint parce que ça nous a réouvert finalement cette connexion que de ma faute, peut-être on avait un petit peu perdu, mais sans doute parce qu'on était attentif à d'autres choses. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir réouvrir cette page de connexion à l'heure où notre organisation en France va fêter ses 50 ans.
On a également extrêmement hâte de proposer l'inauguration de l'œuvre. Et juste pour un petit happening, l'œuvre est floutée, mais pour rappel, elle a été commissionnée par un artiste néerlandais et elle sera bientôt présente dans les locaux de GS1. Donc, on a vraiment hâte de faire l'inauguration de cette œuvre dès que la situation sanitaire nous le permet. Peut-être tu peux juste nous dire, François, quelques éléments du brief. Qu'est-ce que tu souhaitais transmettre à travers cette œuvre, puisque cette œuvre va être un peu vraiment l'incarnation de vos valeurs et de ce que vous proposez au sein de GS1. Oui, à l'origine de cette œuvre, il y a justement typiquement un concept que probablement chacun a une représentation dans sa tête bien particulière et qui lui est propre, c'est la question de la traçabilité. Voilà, on parle de traçabilité, ça veut tout et rien dire. Probablement pour les gens qui sont experts de ça chez GS1, ça a des significations bien différentes que du consommateur. Et on voulait se dire, si la traçabilité se traduisait dans une œuvre numérique, comment on représenterait ça? Comment on représenterait cette notion-là? Donc voilà, c'est à peu près ça le brief. Je le fais de manière simple, mais c'est ça qu'on attendait. On voulait vraiment une œuvre spécifique qui nous ressemble d'une certaine manière et qui est effectivement l'expression de quelque chose qu'on fait passer, à mon sens, par l'image et qui est assez difficile finalement à faire une définition qui convienne à tout le monde. Et là, il y aura une expression artistique qui sera finalement cette traduction. La représentation esthétique de vos valeurs. En tout cas, on a également hâte du vernissage. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, François. Et c'est vrai qu'on te rejoint aussi sur le fait que l'art peut être utilisé comme levier de communication en interne et en externe et que effectivement les deux notions se recoupent évidemment. Mais merci beaucoup en tout cas. Et pour poursuivre cette aventure artistique, on s'est vraiment concrètement plongé dans la vision de deux entreprises qui sont vues comme des entreprises à la pointe de l'innovation qui placent l'art à nouveau au cœur de leur considération. Et bien cette fois-ci, on vous propose une véritable parenthèse artistique, si on peut dire, avec Jérémy Bello, qui est un artiste plasticien, également architecte de formation, qui propose à la fois des installations architecturales, visuelles, sonores et lumineuses, et dont le travail fait particulièrement sens en entreprise dans la mesure où il nous propose une nouvelle perception de l'espace, avec des œuvres qui peuvent être complètement pensées pour s'intégrer parfaitement dans un espace de travail. Donc peut-être que Jérémy, si tu veux commencer à peut-être nous dire ce que tu entends par la notion d'art numérique et nous expliquer comment une entreprise peut réussir à s'approprier pleinement une œuvre, comment justement une installation d'art numérique peut faire sens en entreprise. Bonjour à vous, merci. Alors, l'art numérique, c'est une définition un petit peu complexe. Alors, je vais plutôt parler de ma vision plutôt qu'une définition générique, mais le principe qui m'anime dans mon travail de plasticien et qui me permet de produire des œuvres de manière collective ou de manière individuelle, c'est l'utilisation, le détournement des technologies et surtout l'idée de l'interface, c'est-à-dire comment l'individu, l'être humain, va pouvoir s'interfacer, rentrer en contact avec le code ou le logiciel, finalement une forme de technologie, à travers un médium qui va être une sculpture, une projection lumineuse en utilisant des techniques variées. Donc c'est vraiment ce rapport que l'humain peut avoir avec les interfaces. L'autre définition que je donnerais, c'est le questionnement, les problématiques que peuvent soulever l'usage du numérique et comment, en tant qu'artiste, on utilise finalement des problématiques qui sont soulevées par l'usage du numérique, notamment l'usage intensif et des problèmes sociétaux que cela peut soulever. Comment on détourne ces objets pour pouvoir aborder ces problèmes sociétaux, pour pouvoir définir des problématiques et apporter des critiques, hein, ou un regard critique, prendre un petit peu de recul sur les choses et sur certains outils, les détourner. Donc moi, j'utilise du hacking ou du creative coding, quelques objets qui sont détournés et beaucoup de programmation. Et puis des médiums qui sont variés, parce que je travaille essentiellement avec le pixel, que ce soit pour de l'image projetée ou de la lumière
comme c'est le cas du projet de World Transegrity, qui est présenté d'ailleurs sur le visuel que vous diffusez. Donc, c'est très intéressant de travailler avec ces médiums différents, puisque moi, disons que ma pratique d'architecte m'a amené à réfléchir à l'usage de la lumière. Alors, c'est intéressant, puisqu'on parlait des espaces intérieurs beaucoup avec les bureaux de OnePoint et de GS1. La lumière, c'est un vrai matériau de l'architecture. Ce n'est pas quelque chose à considérer de manière, je dirais, accessoire. Je travaille beaucoup sur les édifices patrimoniaux et également sur les édifices industriels ou, je dirais, notre nouveau patrimoine architectural. Donc, ce travail de passionnant autour du patrimoine architectural m'amène à recomposer, à métamorphoser des façades et à utiliser le pixel vraiment comme un matériau à part entière de l'architecture. En l'occurrence, sur cette œuvre qui est présentée, c'est une réflexion autour du mouvement, parce que j'ai travaillé avec des chorégraphes, notamment sur tout le mouvement architectural de Laban et du mouvement de la Laban Notation. Alors, c'est intéressant parce que ça m'a permis de faire un vrai parallèle entre ma passion pour je dirais, l'architecture polyédrique et les arts mathématiques, et puis le corps en mouvement. Donc, cette installation World Tensegrity, elle raconte finalement les rapports de tension et de compression, les forces et les efforts qui se répartissent dans une structure et qui permettent finalement de trouver une forme d'équilibre. Alors, mon analogie, je dirais que la métaphore initiale était surtout entre l'humain et le monde. Et puis, en réfléchissant et en l'adaptant notamment dans ce patio, donc dans le visuel qui est présenté, où on retrouve un objet qui est un objet central par rapport au patio avec des flux qui vont évoluer autour. Je trouvais que ça entrait bien en résonance avec le monde de l'entreprise. Finalement, des entités complémentaires, une forme d'équilibre, une forme de stabilité et de résistance qui se trouve par le collectif. Donc, c'est un projet que je trouve très intéressant dans un lieu comme celui du monde de l'entreprise, puisqu'on est vraiment avec des entités fortes et en même temps singulières. Ce projet, il utilise le code notamment pour la partie lumière. L'ensemble des flux lumineux qui seront diffusés dans la sculpture sont finalement captés en amont dans mon studio par des tracés. Donc, tous les mouvements de danse qui sont faits dans la forme vont être réalisés en vrai par des danseurs en studio. Et ensuite, c'est les mouvements chorégraphiques qui vont animer les flux lumineux dans l'ensemble de ces formes qui, du coup, composent cette structure en tenségrité. Ouais, je vous remercie d'avoir fait le focus sur cette œuvre. C'est vrai que c'est un vrai work in progress. Et puis, c'est dans la continuité de mon travail, notamment sur les structures géodésiques, puisque je travaille beaucoup sur la création et la conception de nouveaux polyèdres et de formes complexes. Je rajouterais un petit point important, c'est on parle là de l'intégration et de la diffusion finalement des œuvres dans les entreprises. Ce que j'aimerais rajouter, c'est aussi en tant que plasticien l'intérêt que je trouve à travailler avec les entreprises à plusieurs échelles, des entreprises industrielles certes, ceux qui nous accompagnent en tant qu'artistes dans la création de nos œuvres, mais aussi des collaborations inédites au sein du monde de l'entreprise qui sont aussi des phénomènes porteurs, parce que ça permet d'ouvrir l'esprit. Là, Laurent Sorbier parlait de cette communication, de ce dialogue finalement, et de comment une œuvre peut créer une interaction entre des salariés. Moi, je l'ai vu en travaillant avec des gens dans des grandes entreprises et en détournant finalement l'outil de production, notamment de grandes entreprises industrielles. Il y a aussi du dialogue qui se crée, du questionnement. On vient finalement casser la routine. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et qui donne envie. Et quand les entreprises se jouent le jeu et se prennent finalement
de passion pour les projets. Ça donne vraiment aussi une énergie supplémentaire dans la production de l'œuvre et c'est quelque chose d'assez formidable. Voilà. Et tu nous parlais justement tout à l'heure de toi, ton désir de collaborer et que l'œuvre soit presque à la fin une co-création. Oui, c'est vrai que quand on a le plaisir de travailler justement avec des entreprises, il y a un retour par rapport aux collaborateurs qui viennent voir le projet final, puisque en entreprise, souvent, on est dans l'assemblage ou des fois à un moment de la création. Et ça crée des surprises. Moi, je travaille avec des entreprises auxquelles j'en renvoie même des fois des illustrations, des photos pour leurs locaux, pour qu'ils puissent finalement parler entre eux et commenter le résultat des œuvres qui ont été produites, notamment avec les grandes entreprises de tôlerie ou avec les verriers avec qui je travaille notamment en ce moment. Donc, j'aime bien aussi assurer cette continuité par rapport à ces entreprises et qu'ils puissent garder un souvenir comme le font les designers sur la création de mobilier, notamment quand ils travaillent avec des tauliers. Et je trouve ça très intéressant aussi pour finalement les clients de ces grandes entreprises d'arriver dans des locaux et de retrouver des projets un peu fous. Et puis, du coup, c'est ce grain de folie dont on a besoin dans le monde pour donner un peu de relief. Ouais, et puis tu proposes des liens assez évocateurs avec la notion de mouvement en entreprise. Et pour moi, c'est encore une fois la preuve, je rejoins à nouveau les propos de Laurent, où on disait que justement une œuvre d'art peut faire sens dans un lieu qui n'a pas forcément vocation à diffuser des œuvres d'art, des lieux assez traditionnels de consommation. Et là, en fait, c'est la preuve qu'une œuvre peut vraiment incarner la vision, les valeurs d'une entreprise et reprendre certains éléments assez importants, notamment la notion de mouvement. Tout à fait. Non, merci beaucoup, Jérémy. On merci a à vous. hâte de pouvoir déployer ce projet en entreprise. Super intéressant. Et puis, on va poursuivre à nouveau cette aventure artistique, cette fois-ci en prenant un peu de hauteur. Donc, comme on disait, on est vraiment rentré dans la vision de deux entreprises. On a entendu Jérémy qui est vraiment artiste. Et cette fois-ci, on va prendre un peu de hauteur avec l'intervention de Thibaut Saguez, qui est directeur général adjoint chez Saguez & Partners, qui est une agence internationale de design global de marque. Donc, c'est une agence qui place vraiment la sensibilité au cœur de ses projets et qui essaye de penser quotidiennement à de nouvelles manières de penser le design, de penser la manière de travailler. Donc, on peut considérer chez Saguez & Partners que vous êtes à la fois des détecteurs de tendances et des influenceurs de tendances. Donc, on va écouter Thibaut qui va nous donner sa vision sur les tendances de demain, notamment dans l'art en entreprise. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Julie, pour ce portrait très élogieux. J'en suis tout rouge. Notamment sur la mode texture qui est quand même très innovante. Et plus modestement, je ne sais pas si on va prendre de la hauteur avec ma prise de parole parce que je vais surtout rejoindre ce qui a été dit auparavant. Je pense qu'on est en parfaite harmonie tous les quatre sur effectivement le rôle que peut jouer l'art dans le monde de l'entreprise. Je voulais démarrer ma prise de parole par une conviction qui va peut-être en étonner certains, je ne sais pas, mais un point qui est toujours très important et qu'on explique parfois même à nos clients, c'est qu'un designer est justement pas un artiste. Et que le designer, alors même si dans l'histoire de l'art et encore aujourd'hui des artistes bien sûr répondent à des commandes, je considère, et l'agence Saguez considère qu'un artiste a un message au plus profond de lui-même, personnel aussi, à délivrer au monde. Le designer, lui, n'a pas du tout cette approche-là. Il est d'abord dans une approche utilitariste. Il est là pour le design est là pour rendre service. Le slogan de l'agence depuis 25 ans, c'est « Le design n'est pas là que pour faire joli ». Je pense que ça veut tout dire. Bien sûr, on est aussi des apôtres du beau et quelque part, notre éthique, notre mission aussi sociétale, c'est de rendre le beau accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous, on déborde un peu des bureaux et des commerces pour être dans la ville et sortir de l'art, comme l'a dit, je crois, Laurent, en dehors des murs. Mais
Mais effectivement, le design, c'est d'abord répondre à un usage et rendre service aux usagers. C'est ce qu'a apporté ça. Hein. C'est vraiment le principal apport du design. C'est l'observation terrain pour rendre service à l'usager, cette approche que les anglo-saxons appellent du user-centric. Donc, on est toujours tourné, nous, vers des notions d'efficacité, d'ergonomie, de fluidité dans le parcours. Mais l'art, justement, dans un parcours, par exemple, dans un lieu et dans un bureau, peut être un moment à la fois d'inspiration et de respiration qui est extrêmement bénéfique, je pense, pour les collaborateurs. Et là, je rejoins aussi mes prédécesseurs là-dessus. Moi, les deux principaux bénéfices sur lesquels je voulais insister, c'est l'art et de manière générale, un beau lieu, parce que le lieu est créateur de liens. J'entendais aussi tout à l'heure que l'art est créateur de liens. Ben, l'un des autres mottos de l'agence depuis 25 ans, c'est que le lieu est créateur de liens. Et le lieu, il doit être pensé aussi pour susciter des rencontres. Alors, par l'art, provoquer une conversation, mais susciter des rencontres aussi dans la construction de ces parcours qui vont permettre à des gens, notamment dans ce qu'on appelle les lieux informels, à commencer par la cafétéria, mais un hall d'accueil, ces endroits où des gens qui, dans l'organisation de l'entreprise, ne sont pas amenés à travailler ensemble et à échanger, ben là, ça va susciter des rencontres qui peuvent, parce que des études très sérieuses le démontrent, c'est dans ces échanges informels que aussi se génèrent certaines des meilleures idées et l'innovation en entreprise. Donc, il y a cette notion de créativité qui est importante. Un des bénéfices, c'est cette créativité qui peut nourrir les collaborateurs. Et on a tous besoin, qu'on soit créatif ou non, on peut tous faire preuve de créativité dans nos métiers. Pour moi, la créativité, c'est sortir des sentiers battus. Et même un comptable peut être créatif dans sa dimension. Donc, c'est susciter la créativité, l'art et un beau lieu en général. Et le deuxième élément, c'est susciter la fierté. Justement, c'est de la considération, là aussi, je crois que Laurent l'a dit, mais c'est un beau lieu, soigné, bien tenu, parsemé éventuellement d'œuvres d'art, c'est apporter de la considération, que ce soit aux collaborateurs ou aux clients dans un magasin, et cultiver aussi cette fierté, ce sentiment d'appartenance à un collectif. Et dans le contexte actuel du Covid, où on se pose la question du pourquoi revenir au bureau, justement, cette dimension supplémentaire, cet esthétisme qu'apporte l'art, mais aussi le design, parce qu'ils appartiennent tous les deux au même monde, en fait, au monde du sensible. Et effectivement, tu l'as dit en introduction, Julie, nous, on revendique beaucoup ça, la sensibilité, apporter de la sensibilité dans tous nos projets, apporter de la sensibilité chez nos clients, révéler leur sensibilité, parce que c'est la meilleure façon aussi de les singulariser. Et l'enjeu du design de marque, c'est de rendre une marque unique sur son marché par rapport aussi à ses concurrents. Et c'est finalement de percer ce qui fait vraiment ces traits de caractère les plus singuliers. Et c'est cette dimension sensible qu'on va chercher et qu'on révèle chez nos clients et après dans les codes de la marque et dans le parcours d'un lieu. Mais la sensibilité, elle doit avoir un sens et c'est cette dimension du sensé. Je pense aussi l'art, il peut parfois être un prétexte. Et nous, je pense que tous les quatre, on n'est pas du tout là-dessus. Il doit avoir du sens, avoir une œuvre d'art, oui, mais pourquoi? Est-ce que quel type d'œuvre on peut être moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant de rejoindre l'agence Sagaise dans un cabinet de conseil qui était un grand mécène dans l'art contemporain. Alors, ça m'a intéressé. J'ai rejoint la fondation de ce cabinet de conseil et puis j'ai voulu comprendre pourquoi on soutenait tel musée d'art contemporain, etc. Et en fait,
bon, j'ai compris que ça faisait bien pour un cabinet de conseil de soutenir l'art contemporain. Voilà, ça s'arrêtait un peu à ça. Et c'est un peu dommage, bien entendu. Et je pense en plus que par le processus collaboratif qu'évoquait Jérémy, on peut faire en sorte que les collaborateurs s'approprient encore plus les œuvres. Alors, nous, ce n'est pas tant dans le processus de création ou de conception, mais je pense que c'est un élément, c'est une question aussi que j'ai vu circuler. Nous, par exemple, dans le cadre de notre fondation, on fait toujours venir les artistes qu'on sollicite pour expliquer leur œuvre et même pour expliquer l'ensemble de leur parcours. Alors, pour les artistes vivants, mais aussi on rend hommage à des artistes qu'on aime beaucoup, aujourd'hui décédés, et on met en perspective leur œuvre, dans nos murs, parce qu'il y a de l'art durable, et on est très soucieux de ça, mais il y a aussi un art qui peut être éphémère, qu'on peut animer, qu'on peut rythmer quelque part au fil des saisons, et qui permet d'attirer de nouveau l'attention de nos clients, de nos collaborateurs, bien sûr, en premier. Et puis finalement, cet art dans notre lieu, il contribue à cultiver, à consolider notre communauté. On a pensé notre lieu, et vous avez vu une image tout à l'heure, comme une vraie design place, très ouvert sur la ville. C'est en bas à gauche, très ouvert sur la ville, avec même une rue passante. On a pensé à même faire homologuer une rue par la mairie pour donner à voir sur notre manufacture et nous voir vraiment être en connexion avec le quartier, avec ses habitants autour. Et donc on l'a conçu comme une design place où effectivement on a cette mission de rendre le beau accessible, et nos expositions, on en a environ 3 par an, on les ouvre aux riverains. Alors bien sûr, pour des questions de sécurité, de gestion de flux, il faut s'inscrire et le demander, mais on le fait très volontiers, avec plaisir. Et puis vous avez derrière moi, un peu en guise de conclusion, et puis aussi par rapport à l'actualité, alors je vais me permettre, je fais un petit zoom sur une affiche qu'ont fait nos graphistes à l'agence, plusieurs affiches alors est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est du design, je ne sais pas. Je dirais que c'est du design graphiste, parce que là, c'était d'abord une campagne de promotion des gestes barrières, mais avec une note humoristique et une note finalement encore de jouer sur la corde sensible des gens pour continuer de les convaincre, si besoin était, de porter le masque et de respecter les gestes barrières pour qu'on sorte au plus vite de cette période. Voilà. On voit à nouveau que vos espaces de travail sont vraiment à la hauteur de toute l'implication, notamment artistique, que vous mettez au sein de vos projets pour les différentes entreprises et marques avec lesquelles vous travaillez chez Sagaz. Alors, un petit mot, je me permets, Julie, juste un petit mot, parce que je n'ai pas commenté le visuel de droite, en 2 mots. C'est une exposition qu'on a faite pour un artiste plasticien très connu qui a fait beaucoup de mobilier gonflable, Kazarkan, qu'on aime beaucoup à l'agence, et on lui a rendu hommage dans une petite exposition qu'on avait faite il y a 2 ans. Et toutes nos expositions sont faites avec les petites mains de nos équipes aussi. Ça aussi, c'est la façon pour que les collaborateurs s'approprient le projet. On les sollicite pour organiser un petit peu le parcours de l'exposition, qui se situe toujours dans le hall d'accueil, et puis éventuellement dans notre jardin tropical que vous voyez derrière. Ouais, à nouveau, une implication des équipes dans les projets. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, l'art peut être un moment d'inspiration et de transpiration. Respiration. De respiration, pardon. Là, et aussi transpiration. Et je pense que ça fait particulièrement sens par les temps qui courent. Très inspirant de partir sur cette note très positive. Merci beaucoup, Thibaut. On voit qu'effectivement, l'art s'inscrit bien dans les tendances de demain en entreprise. Et du coup, c'est d'ailleurs nous la raison pour laquelle on a décidé de promouvoir le travail d'artistes numériques au sein du secteur corporate. Et donc, Laurie va nous expliquer quelle est la mission que nous sommes fixée chez Artpoint, et surtout comment, par quels moyens en fait, nos artistes vont apporter l'art justement dans le secteur corporate.
Alors, chez Artpoint, on a un peu cette double mission. À la fois, on estime qu'on a une mission auprès du public, c'est d'apporter l'art au plus grand nombre. Nous, on souhaite vraiment, avec Julie, ponctuer le quotidien de milliers de personnes d'expériences artistiques surprenantes et innovantes. Et donc, ça passe forcément par sortir l'art de l'espace cloisonné des musées pour l'apporter dans des lieux qu'on va fréquenter au quotidien. Donc, on a cette mission auprès du public et puis on a également une mission auprès des artistes. Et nous, notre souhait, c'est de soutenir la création artistique numérique. On s'est toutes les deux retrouvées autour du constat qu'il y avait un engouement énorme autour de l'art digital. Le public s'est montré très désireux de faire l'expérience d'exposition qui mêlait art et nouvelles technologies. Donc, on peut citer le TeamLab, Artists and Robots. Et bien, ça a été pour nous la preuve qu'il fallait porter ce courant plus loin, soutenir ces artistes qui questionnent le monde dans lequel on vit. Jérémy, tu en fais partie. On est ravis de travailler à tes côtés. Donc aujourd'hui, nous, Artpoint, on va apporter l'art notamment en entreprise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez tous très bien dit, on pense que ça va nourrir l'individu d'un point de vue individuel. Ça développe le bien-être. Voilà, il y a énormément d'études qui le prouvent aujourd'hui. On pense également, tout comme vous, que ça développe la cohésion des équipes. L'art ouvre des opportunités d'échange, il y a un effet brise-glace, donc c'est merveilleux pour enrichir cette cohésion. Et demain, je pense qu'on aura encore plus besoin de sociabilisation. Et ensuite, l'art est souvent un moyen d'enrichir également en entreprise la marque, faire parler la culture d'entreprise. Donc, l'art fait sens dans le milieu corporate et je pense encore plus aujourd'hui parce que finalement, la crise sanitaire a montré qu'on pouvait très bien travailler chez soi, mais on a encore besoin de ces moments passés ensemble dans les espaces de travail. Donc, on va venir moins souvent, mais quand on va venir, ce sera pour trouver plus d'expérience, on va chercher beaucoup plus de valeur et on va chercher à pouvoir collaborer, être créatif, échanger. Donc, tout ça, ça va passer par des expériences fortes comme de l'art. Nous, avec Julie, on est convaincus que demain, dans nos espaces de travail, on va avoir de plus en plus de lieux de rencontres, de sociabilisation. Tous ces lieux, il faut leur donner toutes les clés de créer toute cette magie qu'on va attendre dans le monde de demain. Donc voilà, au plaisir de vous en dire plus sur notre mission et notre vision, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va peut-être passer aux questions-réponses. Effectivement aux questions, mais juste en un mot, je tiens à dire qu'en tout cas, on est ravis que nos 4 intervenants rejoignent notre point de vue et que vous soyez si nombreux à le rejoindre parce que les participants sont assez nombreux et je crois effectivement qu'on a vraiment beaucoup de questions. Alors, on va se lancer sur une petite session de questions-réponses. Alors, j'ai une première question de Christian Riedi que je trouve très intéressante à propos de la médiation. Donc, les galeristes estiment qu'ils ne font pas qu'exposer, ils expliquent, décortiquent les œuvres, ce que les tiers-lieux ne font pas. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on peut tous s'exprimer à ce sujet. Je pense que ce serait intéressant, notamment, Jérémy, que tu puisses parler de moments où peut-être tu vas faire des vernissages pour tes œuvres en entreprise. Peut-être on peut également parler de ce qu'on fait au sein d'Artpoint. On place vraiment la médiation au cœur de nos actions. On pense que c'est important de créer un dialogue avec l'artiste. Donc, on va mettre à côté de chaque œuvre qu'on expose un cartel, exactement comme vous pouvez en trouver dans des musées, sur lesquels on va expliquer la démarche de l'artiste lorsqu'on est sur l'œuvre commissionnée d'un artiste. Quand on est sur du multi-artiste, on va apposer un QR code et les collaborateurs vont pouvoir scanner le QR code pour avoir accès à une page web dédiée à l'exposition. Donc là, ils vont retrouver toutes les biographies des artistes, des explications sur les œuvres. Donc oui, il faut aller plus loin et pas seulement permettre de contempler, mais également de questionner, de comprendre la démarche de l'artiste. Et j'imagine, Jérémy, que tu as pu également traiter ce sujet de médiation. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de réutiliser les codes finalement d'exposition. On parlait tout à l'heure de sortir des temples, mais bon, il y a quelques codes qui peuvent être intéressants à garder. Moi, je ne suis pas forcément... je pense qu'il y a du bon aussi à laisser de l'art exister sans forcément avoir une médiation ou un avis de quelqu'un de sachant. Les tiers-lieux, c'est très intéressant justement parce que on peut mêler finalement des pratiques.
tout à l'heure, Thibaut parlait de la distinction forte entre design et art. Ce qui est intéressant aussi dans les tiers-lieux, c'est que finalement, ces pratiques vont se mêler. Je pense que c'est très, très important, pardon, de crédit des artistes et de permettre finalement au public ou aux usagers des lieux d'identifier les artistes et peut-être de faire leurs propres recherches. L'usage d'un QR code, par exemple, est une des solutions, notamment pour se faire une idée. Mais je pense que l'art est quelque chose qui s'expérimente. Et moi, je travaille beaucoup sur quelque chose de très expérientiel, très immersif. Les gens ont besoin de se faire leurs propres idées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des lieux pour pouvoir expliquer ou raconter des histoires ou donner des avis, mais je pense que les deux peuvent coexister. Et puis, je ne pense pas qu'il y en ait l'un qui soit mieux que l'autre. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, ça laisse place à la créativité. Et, de toute façon, c'est aussi le propre des œuvres d'art numérique de permettre aux spectateurs de devenir vraiment acteurs dans la création de l'œuvre. Et c'est vrai que dans ce type de cas, c'est aussi pertinent que le spectateur se fasse aussi sa propre interprétation en vivant l'expérience que lui propose de vivre l'artiste. Très, très intéressant ton point de vue, Jérémy, merci beaucoup. J'ai vu une autre question qui m'a interpellée. De Gaël Chériot, merci Gaël pour ta question. Est-ce qu'Artpoint pose une limite à la dimension promotionnelle d'une commande artistique pour l'entreprise commanditaire? Est-il possible, par exemple, de promouvoir par l'œuvre d'art un produit, un service de l'entreprise? Moi, je pense que c'est intéressant également de t'associer à cette question, Jérémy, parce que tout à l'heure, en t'écoutant parler de co-création, c'est vrai que je me suis posé la question. Finalement, toi, quand une entreprise peut t'amener vers certains sujets, parfois t'exposer certaines contraintes, est-ce que c'est quelque chose qui va te rendre plus créatif dans le sens où du coup, tu vas devoir peut-être aller dans une direction qui n'était pas prévue, faire un pas de côté, ou est-ce que parfois ça peut t'enfermer et du coup, comment tu mets le curseur dans tes créations entre je veux quelque chose qui a du sens pour le client et j'aime impliquer le client pour que ce soit une co-création et je souhaite également exprimer ma singularité en tant qu'artiste. Alors, je vais distinguer deux choses, mais c'est vrai que le point important, c'est le lieu. Finalement, ce n'est pas forcément la question, notamment sur une création in situ. Je ne parle pas d'une diffusion ou d'une œuvre qui existe déjà par elle-même et qui va être finalement achetée par une entreprise et exposée dans les locaux de l'entreprise. Ça, on est dans un process finalement interne à l'entreprise avec une direction artistique qui est faite par l'entreprise. Lorsqu'on est sur une commande, finalement, les échanges qui vont être liés à la commande sont très architecturaux ou c'est de l'ordre de l'espace, c'est l'espace qui va primer et la surface ou les espaces de diffusion. Et le projet, en général, les entreprises ne cherchent pas à faire de la promotion. Alors, on ne parle pas de reprendre le logo d'une entreprise pour le transformer en sculpture. Globalement, là, on serait dans une approche de design. Donc, en général, les entreprises ne vont pas sur ce terrain-là, justement parce qu'ils savent très bien qu'après, on rentre dans quelque chose qui n'est plus le respect de la démarche artistique de l'interlocuteur ou de l'artiste. Et du coup, on sort complètement des objectifs initiaux. Donc, il y a très peu d'entreprises qui vont jouer à ça. Lorsque ça m'est arrivé de travailler notamment sur de la création de films immersifs sous Dôme pour un grand groupe bancaire, justement, l'enjeu, c'était d'avoir des principes structurels qui, moi, m'ont aidé à faire de la conception, mais c'était complètement invisible pour le public. Impossible d'imaginer finalement que c'est cette entreprise qui fait passer des messages à travers l'œuvre d'artistes. Je pense que les artistes ne sont pas instrumentalisés par l'entreprise. Et c'est important de garder cette notion aussi de rapport entre deux entités qui se rencontrent et qui, du coup, vont générer un projet. C'est très intéressant et je pense également que c'est aussi justement notre rôle en tant qu'intermédiaire de guider un peu les différents échanges et de permettre à l'entreprise en fait, de faire vraiment la promotion de l'artiste. Et c'est vrai que nous, on est face à deux cas de figure. On a parfois des entreprises qui souhaitent créer un lien avec leur univers pour générer plus d'implication de la part des équipes.
Et on a également des entreprises qui nous disent « Ah non, moi, je veux que ce soit complètement une zone d'aération. Je veux qu'il n'y ait aucun rapport avec notre activité. » Donc, on voit également des entreprises qui traitent le sujet de façon purement… Tout à fait différente. Ouais, et c'est vrai que l'implication des collaborateurs, et j'en parlais tout à l'heure sur vraiment le travail de co-création, là, c'est un élément important et c'est encore un autre vecteur. Mais c'est vrai que les contraintes liées à l'espace, et c'est l'entreprise qui, elle, finalement, raconte son ADN à travers ces espaces. Donc, finalement, en imaginant un projet in situ, on est déjà imprégné par les valeurs de l'entreprise, puisque souvent, les locaux d'entreprises, de grandes entreprises vont correspondre à l'ADN et je dirais aux volontés de l'entreprise de faire vivre leurs salariés dans des espaces vraiment singuliers. Oui, puis on le voit notamment dans la proposition que tu as pu nous présenter tout à l'heure. On voit simplement une œuvre qui s'inscrit parfaitement dans un espace avec justesse et qui va être le reflet de la vision innovante, par exemple, d'une entreprise en mouvement. Mais on est loin quand même d'un artiste bridé qui ne pourrait pas exprimer sa propre créativité et sa vision justement qu'il a de l'entreprise. Merci. Alors, on a une question un petit peu plus terre à terre, mais que je trouve intéressante également. C'est une question soulevée par Nicolas Tarot. Merci beaucoup. Laurent, si je peux me permettre, quel modèle la société OnePoint privilégie pour financer et amortir les investissements artistiques? Donc, c'est vrai qu'en entreprise, on sait qu'il peut y avoir certains modèles. Donc, je pense qu'il y a peut-être des entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à la promotion de l'art. Donc, ça peut être pertinent de les aiguiller là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une logique de retour sur investissement ou dans une logique patrimoniale. L'investissement qui a été fait dans la beauté de nos locaux ou et dans l'art plus généralement, d'abord, il repose sur des coups de cœur de notre président qui est un passionné d'art, de son équipe. Et on a aussi de plus en plus, ça a été dit, de la co-construction avec nos équipes là, dans nos nouveaux locaux qui vont bientôt être inaugurés à Nantes et à Paris. On va être complètement dans cette logique de co-construction. On l'a été sur le siège de OnePoint, puisque les œuvres qui notamment ont été faites par des street artistes directement sur les murs ont été choisies assez largement par les équipes après un système de vote. Donc il y a eu déjà un effort de co-construction, mais je crois que certaines entreprises sont dans des logiques très patrimoniales avec une logique de fonds d'investissement pratiquement dans leur constitution de collection. Ce n'est pas le cas chez OnePoint, même si naturellement certaines œuvres rentrent dans le patrimoine de l'entreprise. On fonctionne un peu comme un particulier collectionneur qui est guidé d'abord par son goût, ses envies, et qui a envie de les faire partager à son cercle de proches. Je crois que c'est un peu comme ça que ça a fonctionné pour le moment chez OnePoint. Ça sera peut-être plus structuré à un stade ultérieur, mais pour l'instant, la pratique est celle que je décrivais. Et puis c'est ce que disait aussi Thibaut tout à l'heure, l'art doit vraiment avoir du sens en entreprise et ne doit pas juste être un prétexte, notamment financier aussi. Mais pour ça, le retour sur investissement, je vous l'ai dit, on n'est pas on est vraiment dans l'intangible, même si cet intangible-là est très réel. Mais je crois que encore une fois, il faut sortir des logiques patrimoniales et des logiques utilitaristes dans le rapport à l'art pour l'entreprise. Une entreprise qui va chercher absolument à illustrer son métier, elle va perdre beaucoup de poésie, elle va perdre beaucoup de ce pas de côté que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'il faut laisser les artistes travailler librement, leur faire un espace. Et lorsqu'on commissionne une œuvre, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de dire bon ben voilà, je ne sais pas, je fabrique des roulements à billes, faites-moi une œuvre sur les roulements à billes. Je pense qu'il faut savoir effectivement utiliser la capacité de l'art à faire voyager et aller, je le disais, aller au-delà des évidences. Voilà. Si on fait des roulements à billes, il vaut mieux laisser l'artiste penser à un truc qui finalement sera peut-être d'ailleurs un roulement à billes, j'en sais rien, mais en tout cas qui l'aura inspiré autrement. Les images, ça me parle, c'est moi. Merci Laurent pour cette réponse.
Merci beaucoup. Alors, bon, je vois qu'on a d'autres questions, mais après, je sais également que le webinaire touche à sa fin. Peut-être juste une dernière question. Mathieu Walter, proposez-vous un catalogue d'artistes? Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de commissionnement de projets. Donc, ça, c'est ce qui relève de l'offre sur mesure proposée par Artpoint. Et on a également un catalogue d'œuvres existantes à diffuser directement sur écran. Donc, soit sur des écrans existants, soit sur de nouveaux écrans, on va proposer un contenu artistique qui va être sans cesse renouvelé. Donc, on a 1500 œuvres qui proviennent d'artistes qui créent en 3D, des artistes qui créent à partir d'algorithmes. Et on va diffuser dans un lobby d'entreprise, par exemple, les œuvres d'artistes venant du monde entier. Donc, oui, Artpoint propose également un catalogue. Merci Mathieu d'avoir soulevé ce point. Et merci à tous d'avoir été présents. On espère que le sujet vous a passionné autant qu'il nous passionne au quotidien. Merci à vous. Merci infiniment. Et puis, on voit qu'on a abordé le sujet sous des angles différents, mais on a une vision assez commune. En tout cas, l'art fait sens en entreprise. Et donc, on doit continuer en fait, dans cette mission de multiplication des points de rencontre entre les œuvres et leur public. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous poser des questions, même si elles sont destinées à nos super intervenants. On leur transmettra les questions. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup Laurent, Jérémy, Thibaut et François pour ces retours d'expérience vraiment passionnants. Et puis, on espère organiser un nouvel événement très prochainement. On vous souhaite une excellente soirée et merci à tous pour votre écoute. Oui, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.